euh, ce sixième webinaire des générateurs qui va porter aujourd'hui sur les projets citoyens d'énergie renouvelable. Euh, et je vais te laisser du coup, Colin, s'il te plaît, passer à la diapo suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc, la web série Les Générateurs, donc, est du coup une série. Et nous sommes déjà au sixième épisode et nous avons déjà réalisé cinq épisodes afin de pouvoir guider les élus de Nouvelle-Aquitaine dans leurs projets photovoltaïques, éoliens. Donc, on a un peu parlé des enjeux, on a un petit peu parlé de chacune des deux filières, ensuite du rôle des collectivités dans ce type de projet, l'importance des outils de planification. Et aujourd'hui, nous allons parler des projets citoyens comme un atout pour le territoire. Donc, à chaque fois, ce sont des formats qui durent à peu près une heure avec une quarantaine de minutes de présentation, de retour d'expérience. Et nous laisserons les 20 dernières minutes pour un temps d'échange avec les personnes qui souhaitent échanger sur différents sujets, répondre aux questions des intervenants ou alors poser d'autres questions encore. Euh, pour cela, je vous invite donc à réagir dans le chat, vous poser vos questions par écrit. Je vais m'occuper pendant les interventions des intervenants de les stocker, les mettre de côté et nous les reposerons à la fin de ce temps d'échange. Donc n'hésitez pas à réagir voilà, sur le chat. Comme je vous disais, un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et il sera mis en ligne quelques jours après le webinaire. Euh, merci Colin, tu peux passer à la suivante. Aujourd'hui particulièrement, nous allons donc parler des projets citoyens d'énergie renouvelable, euh, mais comme vecteur tout simplement de l'installation des énergies renouvelables sur les territoires. Et nous allons avoir une première introduction avec Colin Hérault, qui nous vient de l'association Sirena. Je laisserai présenter cette association notamment, euh, qui va nous présenter un petit peu les caractéristiques principales des projets citoyens. En fait, qu'est-ce que ça a de différent d'autres projets avec, plus classiques, avec des développeurs par exemple, on va dire privés. Quels bénéfices ça peut avoir, qu'est-ce que ça représente en France, cette énergie renouvelable. Et nous avons ensuite deux retours d'expérience. Le premier d'Iban Lacoste, qui travaille chez IENR, donc une société citoyenne dans le Pays Basque. Et nous aurons aussi un retour d'expérience de Guy Martin, euh, qui lui agit pour la COPEC dans la Charente-Maritime. Voilà, un projet retour d'expérience plutôt sur le photovoltaïque et un second sur l'éolien. Et après, nous enchaînerons avec ce temps d'échange. Merci Colin, tu peux passer à la suivante. Euh, un petit mot sur ce que sont les générateurs, qui rappellent, même si ça fait déjà plus d'un an et demi que nous commençons à réaliser des actions sur les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc les générateurs, c'est un réseau de services aux élus, un réseau de structures qui font du conseil dans les énergies renouvelables, en particulier sur l'éolien et le photovoltaïque. Donc c'est des conseillers qui sont disponibles gratuitement pour tous les élus de Nouvelle-Aquitaine et qui apportent un conseil neutre et indépendant. Euh, donc un conseil à la fois vraiment sur tout le début d'un projet, des phases d'émergence, mais aussi le suivi de projets qui sont déjà en cours. On peut réaliser aussi des sensibilisations, des animations, comme par exemple ce webinaire. Euh, on organise aussi un peu de mise en réseau, de visite de sites notamment. Voilà, donc ces conseillers sont là pour répondre aux questions des élus sur la transition énergétique. Pour faire court, nous avons trois structures qui s'occupent de cela. Le CRER qui va s'occuper du Lex Poitou-Charentes et du Limousin. Nous avons l'ALEC qui va s'occuper de la Gironde et Sirena, association dans laquelle je travaille, qui s'occupera des quatre derniers départements du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et je laisserai Colin présenter Sirena. Euh, pour votre information, nous allons bientôt réaliser des visites de sites, voilà, permettre aux élus de pouvoir aller voir en vrai, en concret, à quoi ressemblent ces sites de production d'électricité. Les inscriptions sont, vous voyez, donc sur la carte, on en voit différents aux endroits de la région. Il y en a trois visites dont les inscriptions sont déjà ouvertes, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. La prochaine, la toute première qui va commencer sera notamment euh, celle de Saint-Étienne de Baïgorry, donc dans le Pays Basque. Elle se déroulera le 6 octobre et nous allons aller visiter une grappe
photovoltaïque de toiture. Et donc, c'est plus précisément le projet enfin, les projets dont va nous parler Iban Lacoste qui interviendra en deuxième dans ce webinaire. Donc, les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas. Euh, la visite durera sur à peu près la demi-journée, vendredi, cette demi-journée, et après, nous aurons un temps de convivialité avec un cocktail dînatoire le midi. Merci beaucoup. Bonjour à Nous tous. allons voilà, commencer ce webinaire avec Colin Hérault de Sirena. Bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre les spécificités d'un projet citoyen. Pour cela, je vais d'abord vous parler de Énergie Partagée, qui est une association qui fédère le réseau de l'énergie citoyenne au niveau national, notamment avec un rôle d'animation et de formation des différents collectifs de l'ensemble du pays. Et Sirena est le réseau régional de Nouvelle-Aquitaine, donc pareil, avec un rôle de fédération et d'animation de ces collectifs, et notamment de participer à l'émergence pour avoir un maximum de collectifs citoyens sur notre région. Pour ce qui est de la définition d'un projet citoyen, Énergie Partagée en a proposé une en se basant sur 5 critères. Donc, par les 5 critères, nous avons l'intérêt territorial. Donc, il faut une présence forte et diversifiée des acteurs locaux dans le projet. La gouvernance partagée, essentielle. Il faut que les citoyens aient leur mot à dire dans la prise de décision et que les choix se fassent de façon démocratique et transparente. Une finance éthique et citoyenne. Donc, le financement doit se faire grâce à l'épargne des citoyens et à l'investissement des collectivités. L'écologie, évidemment. Donc, tous ces projets doivent avoir un effort de réduction des impacts environnementaux ou de sensibilisation à la sobriété. Et enfin, une dynamique locale, c'est-à-dire faire intervenir principalement des acteurs locaux et les compétences du territoire. Cette définition a été reprise par l'ensemble du réseau et c'est celle qui nous guide dans tous nos projets. Ensuite, je vais vous faire la différence entre les projets citoyens et les projets participatifs. Donc, à gauche, nous avons un schéma simpliste d'un projet citoyen. L'idée, c'est que les citoyens interviennent directement dans le projet, à la fois dans le financement et dans la gouvernance, de façon majoritaire, pour contrôler tous les paramètres du projet, et ainsi recevoir des bénéfices et décider de leur usage, notamment qui seront réinvestis dans d'autres projets. Et à droite, vous avez les projets participatifs, et dans ce cas-là, les citoyens participent uniquement au financement et reçoivent une rémunération sous forme d'intérêt, mais ne participent pas à la prise de décision, et donc n'en font pas un projet citoyen. Ensuite, un petit schéma pour vous résumer les différentes caractéristiques des différents types de projets en fonction de leur gouvernance et des retombées territoriales. Donc, en bas à gauche, nous avons les projets privés, avec un minimum de gouvernance d'intérêt territorial et un minimum de retombées territoriales. Ensuite, le projet participatif, avec un peu plus de retombées territoriales, mais toujours une faible gouvernance. Les projets publics, qui sont en partenariat entre des acteurs publics et des acteurs privés. Et enfin, les projets citoyens qui ont un maximum de gouvernance d'intérêt territorial et de retombées territoriales, qui sont les projets que nous essayons de promouvoir et de mettre en avant. Ensuite, je vais vous présenter les bénéfices d'un projet citoyen grâce à 2 études d'énergie partagée. La première, réalisée en 2019 sur les retombées territoriales, a démontré que pour chaque euro investi dans un projet citoyen, les retombées générées sont de 2,5 euros au tissu économique local, grâce à notamment la fiscalité, les loyers, les salaires, les prestations et les revenus de l'investissement, tandis que les projets privés ne génèrent que des fiscalités et des loyers, tout le reste échappant au territoire. Et enfin, pour les citoyens, une étude d'énergie partagée encore, mais cette fois-ci de 2023, donc très récente, s'est intéressée aux bénéfices, aux impacts sociaux pour les gens qui participent au projet, et en ont trouvé 7. Donc notamment l'apprentissage. C'est participer dans un projet citoyen, c'est vraiment se former au métier de la transition énergétique. Ça permet aussi d'élargir son réseau et de renforcer sa connaissance du territoire. C'est aussi un vecteur fort d'implication des citoyens dans les politiques énergétiques et environnementales. Ça permet de nouvelles coopérations entre les citoyens et les collectivités, grâce à la participation commune aux projets citoyens.
C'est aussi une occasion de travailler en collectif avec ses voisins et les habitants de sa commune ou de la collectivité de commune. Ça permet aussi de comprendre les enjeux de la transition énergétique et d'engager des actions de sobriété dans sa vie de tous les jours. Et enfin, c'est un remède à l'impuissance face à l'urgence climatique. Ça permet de ne pas se sentir désemparé et de savoir qu'on fait quelque chose pour aller dans la bonne direction. Donc, j'ai mis les liens de ces deux études que vous pouvez les consulter en détail, qui sont très intéressantes. Ensuite, je vais vous parler des projets citoyens en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il faut savoir que notre belle région a déjà 24 projets recensés par Énergie Partagée, grâce à leur carte interactive que vous pouvez trouver en ligne. Et parmi ces 24 projets, on dénombre 16 projets photovoltaïques, 7 projets éoliens et un projet de méthanisation. Par exemple, près de La Rochelle, le point bleu serait le projet éolien d'Andilly-les-Marais, et le point jaune, près des Pyrénées, serait le projet d'IENR, dont nous avons la chance d'avoir des représentants aujourd'hui pour nous parler plus en détail de ces super projets. Et ensuite, plusieurs démarrages possibles pour un projet citoyen. Donc, une possibilité est que ce soit les citoyens directement qui décident de monter le projet, de s'investir dedans, et qui ensuite peuvent trouver des partenaires dans les collectivités ou des développeurs, dans un cas de co-développement. Deuxième cas, c'est la collectivité qui souhaite voir un projet citoyen émerger et qui, par exemple, grâce à l'aide de Sirena, peut travailler de concert pour faire émerger un collectif et un projet citoyen, en ouvrant aux habitants la possibilité de participer. Troisième cas, c'est un développeur qui a son projet et qui l'ouvre soit en financement, soit en gouvernance aux citoyens, et dans ce cas-là, ça devient soit un projet participatif, soit un projet citoyen. Dernier cas, une centrale déjà en fonctionnement, qui est rachetée par les collectivités et ou les citoyens, et qui de fait devient une centrale citoyenne. Enfin, slide très importante, c'est les rôles possibles de la collectivité dans un projet citoyen. Donc c'est tout ce qu'une collectivité peut faire pour soutenir un projet sur son territoire. Premier cas, un rôle qu'on qualifie de facilitateur, en mettant par exemple la mise en relation des acteurs du territoire, le recueil, la mise à disposition des données du territoire, la mise à disposition du foncier communal ou l'acquisition de foncier ou du patrimoine communal, la modification du PLU pour faciliter les projets, ou enfin le soutien à l'obtention des autorisations administratives. Donc tout ça dans le but de faciliter le projet. Deuxième cas, un rôle plutôt contributeur, donc avec une plus grande participation, avec un soutien à l'organisation de la concertation, une mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter l'accès au prêt bancaire ou au cautionnement des projets, ou encore un octroi de subventions ou d'avances remboursables, pour la phase d'amorçage des projets. Et troisième cas, un rôle investisseur, très important. Il faut savoir que depuis la loi de transition écologique pour une croissance verte de 2015, les collectivités peuvent directement investir dans les SIC ou dans les SAS et prendre des parts du capital. Dernière chose, je voudrais finir sur un slogan. Les citoyens sont l'énergie de demain, qui est un peu notre moteur, notre phrase clé. Il faut savoir que les citoyens sont capables de grandes choses, ils l'ont déjà montré, et vous pouvez les aider dans leur immense mission et participer à cette lutte contre le changement climatique à l'échelle citoyenne. Je vous remercie et je laisse la parole à Iban Lacoste de IENR. Et avant de passer à la suite, est-ce que Ah, tu peux nous rappeler, Colin, ce que c'est qu'une SIC et une SAS? tout à fait. C'est les deux modèles de société citoyenne en général. SIC pour Société coopérative d'intérêt collectif et SAS, Société à action simplifiée. Donc ça dépend un peu du collectif de choisir entre les deux et chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais très souvent, ils se retrouvent sur des gestions démocratiques avec le mode de décision avec une personne égale une voix et les statuts définissant la société permettant de fixer les règles de la prise de décision. Merci. Du coup, je vais enchaîner. Mais bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Iban de INR. Donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on met en place avec notre structure, notre société citoyenne. Et ensuite, voilà, quelques étapes, voilà, des étapes clés des projets photovoltaïques. Donc, tu peux passer à l'autre slide même.
Donc, tout d'abord, fait juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, on a mis cette petite slide qui est assez pratique pour bien comprendre que dans l'énergie, il y a quand même il y a trois secteurs vraiment différents. Donc, il y a la production, la distribution et la fourniture. Donc, dans la distribution, il y a le transport et la distribution. C'est tout ce qui est réseau, donc qui est maîtrisé par Enedis et RTE. Donc, ça qui n'est pas libéralisé. Et donc, voilà, c'est ces structures qui s'en occupent. Ensuite, il y a la production. Donc, nous, on va vraiment parler plutôt de cette thématique. Donc, c'est des projets qui produisent de l'énergie et qui le revendent à des grossistes, enfin, à des fournisseurs, du coup. Et le fournisseur, c'est les personnes avec qui vous êtes en contact pour votre contrat d'électricité à la maison. Donc, eux, ils achètent, en gros, leur travail, c'est d'acheter beaucoup d'énergie et de le revendre à plein de consommateurs différents, soit des pros ou des particuliers. Donc voilà, nous, INR, on est vraiment dans la partie production et la majorité des sociétés citoyennes, elles sont plutôt dans la partie production. Je peux passer à la suite. Donc voilà, pour bien comprendre un peu INR, comment on se positionne, et voilà, là je prends l'exemple d'INR, mais c'est le cas de toutes les sociétés citoyennes. Donc il y a plusieurs grandes valeurs. Donc c'est un projet citoyen, c'est-à-dire que la société est détenue en majorité par les citoyens. Donc, voilà, dans notre cas, on a plus de 580 citoyens sur les 600 actionnaires et on fonctionne avec, comme le disait Colin ou Mathis, avec le principe de un actionnaire, une voix. Donc, qu'on ait 50 euros d'action dans INR ou 10 000, mais on aura une voix en assemblée générale. Ensuite, on est investisseur. Donc, en fait, voilà, c'est un outil d'épargne populaire où les gens investissent à INR, donc ils achètent des actions. Et nous, on va investir cet argent dans des projets concrets de production d'énergie renouvelable. Donc, pour l'instant, on a essentiellement fait des projets photovoltaïques, mais voilà, on aimerait se diversifier. Et normalement, on aura nos premiers projets bois à la fin d'année. Ensuite, renouvelable, voilà, c'est parce qu'on est dans tout ce qui est projet d'énergie, de production d'énergie renouvelable et territoriale, parce qu'on voilà, on investit localement. Du coup, dans notre cas, notre périmètre, c'est le Pays Basque. Donc voilà, et chaque société citoyenne a choisi son périmètre, que ce soit une Comcom ou plusieurs communes ou comme ça. Donc, tu peux passer à, donc, voilà, juste pour faire un focus en 2023, du coup, en ce moment, on a un peu plus de 20 centrales en fonctionnement, donc essentiellement des petites centrales. Et donc, sur l'année 2023, avec les centrales qu'on avait en fonctionnement en début d'année, on aurait à peu près 600 000 kWh de produits. Mais finalement, on aura un peu plus parce qu'on a pas mal de projets qui arrivent maintenant. Donc, ça représente environ 538 000 euros de capital qui a été investi par les actionnaires et donc à peu près 600 actionnaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans ces 600 actionnaires, mais, on va retrouver essentiellement des citoyens, donc environ 580. Ensuite, on a d'autres partenaires, que ce soit des entreprises, des associations, des structures comme celle-là. Donc, on en a à peu près une vingtaine. Et après, on a deux collectivités aussi qui sont actionnaires de INR, donc, et notamment la CAPB qui est la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est notre comité des communes à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque. Donc c'est une des plus grandes communautés des communes qui existent avec 158 communes. Et donc voilà, nous, cet argent, on l'investit dans des projets concrets. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc là, en début d'année 2023, on avait ces 20 projets en fonctionnement. Et donc, ils sont placés en blanc sur la carte. Et ensuite, ben, sur l'année 2023, alors, on a beaucoup de projets qui ont été construits, qui vont être mis en service ou qui sont en cours. Et donc, c'est les projets qu'on voit en jaune. Et donc, on aurait environ 1 mégawatt crête supplémentaire d'ici la fin d'année, voire ou d'ici début 2024. Donc voilà, vous voyez notre périmètre. On a un peu un trou là à l'est de notre périmètre. Mais on aurait notre premier projet qui sortirait là en fin d'année. Tu peux continuer. Donc pour parler un peu de notre modèle, donc nous on travaille essentiellement avec des collectivités.
On va voir les collectivités, on leur propose de faire des projets photovoltaïques sur leur toiture. Euh, L'idée, c'est que le projet se fasse. Donc, nous, l'idée, c'est de leur donner l'idée de le faire et de leur dire, ben voilà, souvent, c'est un investissement assez conséquent, mais nous, on peut investir directement dans le projet. Par contre, si finalement, vous êtes intéressé et que vous pouvez le faire en propre, ben, il y a pas de souci. Si nous, on peut aussi aider à faire émerger des projets comme ça, ben, l'important, c'est que le projet se fasse. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'impulser ça. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est qu'ils nous mettent à disposition la toiture. Donc, on a une convention type pour une durée de 25 ans. Et donc, pour les petits projets de moins de 100 kilos, avec un loyer symbolique de 1 € par an. C'est-à-dire qu'ils nous mettent à disposition la toiture pendant 25 ans. Ils n'ont pas d'intérêt financier direct. Mais par contre, ils n'ont pas d'investissement à porter. Ils n'ont pas de maintenance ou comme ça à réaliser sur le projet. Et ils ont un projet qui se fait, du coup, voilà, entre guillemets, gratuitement sur leur patrimoine. Et enfin, on essaye toujours d'impliquer les citoyens de la collectivité concernée, notamment en faisant des réunions publiques dans le projet. Donc voilà, il y a d'autres intérêts que l'intérêt financier pour les communes. Et donc voilà, INR, nous, on va investir, exploiter et faire assurer la maintenance pendant ces 25 ans. Donc c'est nous qui revendons l'énergie. Donc pour l'instant, on est essentiellement sur les projets en injection en totalité. Donc tout ce qu'on produit, on le revend directement. Et donc là, on est sur le modèle de puissance de moins de 100 kW où on est vraiment sur le loyer symbolique de 1 € par an. Mais depuis ces 1 ou 2 ans, il y a une nouvelle tranche aussi entre 100 et 500 kilos. Et donc pour cette tranche-là, ben, en fonction de la typologie du projet, ben, on reverse ou alors un loyer ou alors une redevance unique en première année à la collectivité, en fonction notamment de la rentabilité du projet. Et après, la collectivité, elle peut avoir aussi d'autres intérêts. Par exemple, si le bâtiment a une toiture qui est un peu abîmée ou qui a changé, ben voilà, nous, on leur dit, on va enlever les tuiles, on va mettre un bac acier. Donc, en fait, on refait la couverture. Donc là, c'est reparti pour une couverture saine, entre guillemets, pour tant d'années. Tu peux continuer. Donc, voilà, pour un projet photovoltaïque sur toiture un peu de type, je vous ai mis quelques étapes clés. Donc, souvent, voilà, il y a toujours un premier contact. Donc, c'est important de trouver une bonne porte d'entrée parce qu'en fonction de si on passe par un élu ou un autre ou les services techniques, voilà, des fois le projet se fait ou se fait pas. Donc, voilà, c'est important de trouver la bonne porte d'entrée. Et des fois, c'est nous qui allons directement vers la commune. On a une démarche prospective. Mais des fois, c'est aussi les communes qui viennent vers nous parce que voilà, elles ont une toiture qui est un peu abîmée et qu'ils aimeraient retaper. Ou alors, tout simplement, qu'ils ont entendu parler de nos projets et qu'ils sont intéressés par avoir un projet citoyen où ils peuvent impliquer leurs habitants. Et donc, voilà. Des fois, ça vient aussi directement de la commune. Donc, nous, du coup, on fait une première proposition de projet. Enfin, on regarde vite fait quelle toiture ils ont. Et une fois que, voilà, dans la discussion, on a un accord oral, voilà, qui sont vraiment intéressés, on va lancer des études un peu plus poussées, des études techniques et juridiques ou liées à l'urbanisme. Donc, on va regarder par exemple si les toitures qu'on avait vues comme ça sur une vue géoportail à la base, par exemple si elles ne sont pas amiantées, on va essayer de demander des plans de charpente pour voir si ça sera assez solide, même si on ne va pas encore enclencher une étude structure. Mais voilà, on va essayer de récupérer le maximum d'informations possible. On va faire vraiment des calepinages, donc estimer le productible du projet, estimer voilà, voilà, quelle puissance on pourrait mettre, quel coût ça pourrait avoir. Donc là, toujours, on est voilà, dans de l'estimatif. Et ensuite, on va aussi essayer d'estimer le raccordement, ce qui est pas toujours possible, mais il y a un outil sur Enedis maintenant qui permet de faire des simulations de raccordement. Bon, parfois,
parfois, il n'y a pas, enfin, clairement, la simulation nous dit que le projet semble faisable. Mais d'autres fois, ils disent qu'il faut faire des études techniques plus poussées. Et donc là, on ne sait pas trop si ça sera faisable facilement ou s'il faudra des renforcements réseau. Et très souvent, le raccordement peut être un élément qui fait que le projet peut se faire ou ne se fait pas. Donc, une fois qu'on a fait ces études techniques et juridiques, oui, on regarde aussi un point important, c'est aussi regarder si on est sur un périmètre classé. Donc, s'il y a un bâtiment historique aux abords, donc dans un périmètre de 500 mètres, donc ça, on peut le voir sur l'Atlas du patrimoine. Et ensuite, on fait une DP, une déclaration préalable de travaux, pour avoir un avis des ABF notamment, si, si le projet peut se faire ou dans quelles conditions. Des fois, il y a des prescriptions particulières, limiter le projet à un tiers de la toiture. Donc voilà, on peut passer de 5 kW à plutôt 36. Il y a ce genre de spécifications. Donc une fois que tout ça c'est cadré, que voilà, toutes les premières estimations sont positives, et on fait une manifestation d'intérêt spontané, c'est-à-dire que on dit à la commune, mais du coup officiellement, on envoie une lettre. Je crois on voit l'écran hein, je ne sais pas si c'est Colin ou Mathis. Ouais, Colin, attention, Ouais. tu partages pas forcément que le diaporama. Et du coup, voilà, on dépose une manifestation d'intérêt spontané, c'est-à-dire qu'on envoie une lettre et on dit à la commune, mais nous, on est intéressé officiellement. Et la municipalité ou la collectivité doit faire une publicité suffisante pour pouvoir nous attribuer le marché. Donc, une fois que nous, on a fait cette manifestation d'intérêt spontané, elle va faire une publicité. Donc, souvent, c'est un affichage en mairie pendant 2 à 4 semaines. Et si au bout de ces 2 à 4 semaines, il n'y a pas d'autres candidats qui se sont positionnés, mais ils peuvent attribuer le marché à INR, enfin, à la société citoyenne. Et donc, on peut valider ben, le projet par le vote de la municipalité. Donc, ils doivent faire une délibération en conseil municipal. Et ensuite, on signe la convention avec la collectivité. Donc, une fois que tout ça, au niveau, on a la maîtrise du foncier, et on va faire vraiment la demande de raccordement. Donc là, c'est là qu'on va vraiment voir s'il y a des contraintes réseau ou si le projet pourra se faire ou pas. Et qu'on va faire toute la procédure d'appel d'offres à des installateurs pour réaliser le projet. Une fois que ça c'est cadré, et on lance la levée de fonds et aussi une présentation. On fait toujours au moins une présentation publique sur la commune pour présenter le projet aussi aux habitants, pour leur dire voilà, qu'il y a un projet qui se fait comme ça, que ça fait un moment qu'on travaille avec la collectivité, mais que le but c'est aussi d'impliquer l'ensemble des citoyens et donc de lever des fonds pour développer ces projets. Et ensuite, on passe à la réalisation, donc avec un installateur qu'on a sélectionné. Et ensuite, voilà, on met en service l'installation et on va produire de l'énergie pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, la collectivité peut décider de la suite à donner. Donc, ou alors elle devient propriétaire de l'installation, ou alors elle peut renouveler la convention en gardant le même équipement, ou alors dire renouveler une convention et on va changer le matériel, on va remettre d'autres panneaux. Donc il y a plusieurs possibilités, mais l'important c'est voilà, c'est la collectivité qui choisit si elle devient propriétaire de l'équipement. Et voilà, au bout de 25 ans, normalement, l'équipement continue à produire, même si c'est même si c'est moins qu'à la première année, on est toujours quand même à 80% de production par rapport à la première année. Je peux passer à la slide suivante. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de projets qu'on a réalisés. Donc là, sur Raskin en 2023, sur Macaï en 2018, on a toute une typologie de différents bâtiments. On a souvent ou alors des ateliers municipaux, ou alors des salles des fêtes. On a pas mal de terrains de pelote aussi, des murs à gauche ou des trinquets. C'est une spécificité un peu de la région.
Et donc, salle polyvalente. Et aussi, voilà, on a aussi 2 églises, donc une comme vous pouvez voir ici à Ostabat. Je peux continuer. Voilà, juste bon, rapidement, du coup, ce qu'on essaie de mettre en place au Pays Basque, c'est un peu spécifique. On essaie de mettre en place un circuit court de l'énergie où les citoyens investissent directement dans INR pour que nous, on développe des projets de production. Mais on a aussi créé un autre outil qui est Energia, qui est fournisseur d'électricité et qui, eux, achètent de l'énergie 100% renouvelable et la revendent directement mais aux habitants du territoire. Donc, eux aussi, leur périmètre, c'est vraiment le Pays Basque. Donc, ils peuvent avoir des contrats qu'au Pays Basque. Et ils sont sous forme de SKIC, donc sous forme coopérative. Donc, les citoyens qui investissent dans Energia sont aussi directement dans la gouvernance de Energia. Donc, l'idée, c'est vraiment que à terme, on arrive que INR développe des projets assez importants pour revendre à Energia et que Energia revende cette énergie aux citoyens du Pays Basque. Même si pour l'instant, Energia achète à des beaucoup plus gros que nous, des producteurs éoliens, par exemple, ou des producteurs hydroélectriques pour le revendre aux citoyens. Donc, tu peux continuer. Après, juste, voilà, j'ai mis notre slide. C'est un autre type de projet, développement et la construction de centrales solaires au sol, parce qu'on travaille aussi sur des projets, notamment sur des anciennes décharges. Nous, on ne veut pas aller sur des terres agricoles, mais voilà, sur d'anciennes décharges, des sites pollués où on ne peut rien faire, ben, voilà, tant qu'à faire, utiliser ces sites pour faire des projets. Donc là, il y a toute une autre typologie d'étapes que je vous ai mis là, mais bon, que je ne vais pas forcément détailler. Oui, t'inquiète pas, Ouais, Iban, c'est des choses qui ont déjà été ouais, détaillées dans les webinaires des ouais, ouais. générateurs. Ouais, parfait. Et du coup, tu peux passer à la slide suivante. Et voilà, une dernière action qu'on a aussi menée. Mais l'idée, c'est aussi de répondre aux attentes des citoyens du territoire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était pas mal appelés par des gens qui étaient vraiment démarchés au téléphone, à qui on faisait des devis astronomiques, avec des fois des installations qui étaient surdimensionnées, et vraiment des devis pour une installation de 3 kilos à 20 000 euros, par exemple, alors que ça coûterait plutôt 7 000 8 000. Donc voilà, vu qu'il y avait tout ça, ben, on s'est dit, ben, on va essayer d'offrir un autre service aux citoyens, notamment à nos sociétaires. Et donc, on a lancé des groupements d'installation. Tu peux passer à la slide suivante, où l'idée, c'est vraiment de ben, faciliter la mise en place de projets chez les particuliers. Donc, nous, on va faire comme du conseil, où on va demander un peu ben, les équipements qu'il y a à la maison, combien ils consomment, les factures, et on va faire une petite étude voilà, estimative. Et voilà, mais dans ce cas, dans ce type de projet, on vous propose de mettre 3 kWh par exemple, et ça va vous permettre d'autoconsommer tant d'énergie et de ne pas surdimensionner l'installation. Parce que du coup, l'autoconsommation se fait vraiment en direct. On essaye d'avoir toujours au moins 50% de l'énergie qui est produite sur le toit et qui sera consommée directement dans le foyer. Et donc, nous, voilà, l'idée, c'est de leur donner un peu les ordres de grandeur, de faire tout un travail de pédagogie voilà, qui sachent de quoi il s'agit vraiment, savoir quelles aides ils peuvent avoir aussi. Et ensuite, s'ils sont intéressés, ben, on les met en relation avec des installateurs partenaires voilà, qu'on a sélectionnés, on sait qu'ils travaillent bien. On a déjà fait des projets avec eux et donc on sait que voilà, s'il y a un problème aussi un jour, ben, qu'il y aura un service après-vente qui sera là, c'est des installateurs locaux notamment. Et donc, on les met en relation avec ces installateurs. Et si le projet se fait, nous, on a une commission d'apporteurs d'affaires. Parce que du coup, l'installateur, l'idée, c'est de lui amener aussi plusieurs projets d'un coup. Donc, il est aussi, voilà, par exemple, 5 projets, de faire des petits groupements. Donc, il y a 5 projets, par exemple, d'un coup à faire. Et donc, avoir réduire les coûts par rapport à une installation seule. Et donc, voilà, c'est juste, tu peux passer à la dernière slide. Donc, on monte un groupement, on dimensionne, ensuite on donne la suite à l'installateur et c'est lui qui va s'occuper des dernières démarches administratives et réaliser le projet. Désolé, j'ai été un peu long peut-être. Euh, Guy, je te passe la main. Bonjour à toutes, à tous. Guy Martin, donc je suis à la fois donc,
coopérateur d'une coopérative que je vais vous présenter, et la COPEC, et puis aussi administrateur d'une association, À nous l'énergie, Renouvelable Solidaire 17 sur La Rochelle, qui aide des habitants, des collectivités locales à créer des coopératives de ce type. Donc, je vais vous présenter la COPEC, qui est la 3e création dans le nord de la région. Tu peux passer. Voilà, donc vas-y. Donc, je vais présenter donc, le territoire là, dont je vais parler. Donc, c'est le territoire de la communauté de communes Aunis-Atlantique, qui est bordée par la Vendée et les Deux-Sèvres et l'océan Atlantique. Donc, c'est vraiment voilà, dans le nord-ouest de la région Nouvelle-Aquitaine. Vas-y. Alors, un historique de ce parc éolien que je vais vous présenter. Bon, ça démarre grosso modo en 2017. La commune qui lance une consultation auprès de différents développeurs qui les ont démarchés. La société Valorem, qui est une société de Bègles, qui est retenue comme développeur, et notre association, À nous l'énergie Renouvelable Solidaire 17, qui s'engage auprès de la mairie pour rendre ce parc citoyen. En 2019, il y a le fonds d'intervention de la région, fonds d'investissement Terra Énergie, et la communauté de communes Aunis-Atlantique qui rejoignent aussi le projet, aux côtés donc de la commune et de l'association et de Valorem. 2020-2021, toutes les études se font pendant ce temps-là, et on n'obtient que des avis favorables donc, sur ce parc. Et en 2022, le parc est purgé de tout recours, il n'y a pas de recours en fait. Et on crée la coopérative de production d'énergie citoyenne sur Aunis-Atlantique. Passé. Voilà, les prochaines dates clés, c'est que voilà, le chantier a démarré mi-août. L'été 2024, le parc éolien sera mis en service. Et puis ensuite, pendant 25 ans et plus, donc il y aura de la production et aussi des travaux d'économie d'énergie. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais passer. Donc, qu'est-ce que c'est que la COPEC, la coopérative d'énergie citoyenne en Aunis-Atlantique? Donc, c'est une société citoyenne de production d'énergie renouvelable, donc comme IENR. Elle a été créée donc récemment, en mai 2022, avec un statut de SIC SAS. Alors, par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathis, je précise, SAS, c'est un statut commercial. Donc, toute société que l'on crée, en fait, doit avoir un support commercial. Donc là, en l'occurrence, on a choisi la société par action simplifiée, mais bon, il y a les sociétés anonymes, etc., enfin, différents types de statuts commerciaux. Et adossé à ce statut commercial, on peut ou non adosser un statut de coopérative. Et là, en l'occurrence, statut de coopérative d'intérêt collectif, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, la COPEC est une SAS, SIC ou SIC SAS. Et production multi-énergie, parce que donc on a choisi dès le début de ne pas se contenter du parc éolien, mais aussi d'aller sur du photovoltaïque et sûrement de la méthanisation. Donc là, je ne reprends pas les éléments qui sont à côté, puisque Mathis les a présentés au tout début. Ou Colin, peut-être, les a présentés. Donc à ce stade, la COPEC aujourd'hui, c'est un fonctionnement 100% bénévole. Prochainement, on aura un salarié, en 2024. Voilà, des sociétaires, donc ça va de 0 à 86 ans, donc c'est très varié. Il y a pas mal d'enfants qui sont sociétaires, c'est une particularité, on l'a mis dans les statuts, de manière à montrer que les prochains gérants de la coopérative, dans 20 ans, ça sera des enfants qui sont actuellement sociétaires. 320 sociétaires, dont la communauté de communes, 9 communes sur les 20 communes de la communauté de communes, et on espère que d'autres vont y venir. 2 associations, 2 sociétés privées, et puis un peu plus de 300 citoyens. Vas-y, tu peux continuer. Donc là, je vais présenter plus précisément le parc éolien en lui-même. Donc ce parc éolien, c'est un parc de 3 éoliennes qui sont relativement grandes, puisque donc c'est 200 mètres en bout de pale, 135 mètres au rotor. Actuellement, ce sera sans doute les premières de cette dimension en terrestre en France qui vont être posées.
Donc c'est des puissances relativement importantes, c'est des puissances donc de presque 6 mégawatts, 5,8 ou 5,6 mégas. Voilà, et donc ça fera un parc de 16,8 mégawatts de puissance. Une production de près de 50 gigawattheures par an, qui fluctuera en fonction du vent, bien sûr. Et c'est à peu près 10 000 foyers qui seront desservis, ce qui représente une bonne partie en fait, des foyers de la communauté de communes. Et un coût de 34 millions d'euros. Alors comment on finance un projet de cette taille-là? Évidemment, on sort de la dimension des projets photovoltaïques présentés IBAN. Donc on le finance là en l'occurrence avec 3 entités. Donc d'une part Valorem, donc la société basée à Bègles qui détient 51% du capital, la COPEC qui détient 31% du capital et Terra Énergie 18%. Donc ce sont les fonds propres. Les fonds propres ici c'était un peu plus de 15% des 34 millions. Donc ce qui fait que la COPEC a investi pour l'instant 1,2 million dans ce parc éolien. On sera peut-être à 1,4 million l'année prochaine. Et la particularité, c'est qu'on a négocié pendant ces années-là le fait de dissocier les pourcentages dans la gouvernance du projet des actions qui sont détenues dans la société du parc éolien d'Andillé Marais PEAM. Donc en l'occurrence, la COPEC a 60% des voix, Terra Énergie donc 20% et Valorem 20%. Ce qui fait que dans le pacte d'associés, on a décidé en fait de vider pratiquement de toute décision les assemblées générales de la société et les décisions sont prises au travers de ce comité de pilotage, qui fait que la COPEC en fait a la majorité pour prendre des décisions. Bon, jusqu'à présent, ça se fait en bonne entente, mais parfois, il y a la COPEC peut imposer quelques décisions. Je pense à des décisions, par exemple, sur le choix de la banque, mais d'autres décisions. Et actuellement, on est en train de discuter sur la vente de l'électricité pour savoir à qui on vendra. Et on espère que ce sera vendu au regroupement Enercop. Tu peux passer à la suivante. Voilà donc le financement donc détaillé. Alors, donc on n'est pas tout à fait 1,5 million, plutôt on sera 1,4 million. Les fonds propres de Valorem, Terra Énergie 0,9 et puis donc c'est la banque bien sûr qui finance. Et là en l'occurrence donc c'est le crédit coopératif, il y a une filière du crédit coopératif qui s'appelle Energeco, spécialisée des énergies renouvelables, avec la NEF qui est donc une banque éthique en France et la NEF a apporté 1 million et Energeco 28 millions. Je peux passer. Un des éléments intéressants sur ce projet, c'est que c'est un projet qui va être très, très rentable. Et dès le démarrage, on a décidé d'affecter une partie des bénéfices sur des travaux d'économie d'énergie sur le territoire de Nice-Atlantique. Donc, à la fois donc, soutien sur des projets qui peuvent être communaux, et puis de la lutte contre la précarité énergétique, donc des interventions auprès des habitants. Et donc actuellement, on est en train de monter une structure qui assurera le suivi pendant 25 ans de cette affectation de bénéfices. Et puis d'autre part, il y aura d'autres retombées financières qui vont permettre justement de salarier une personne, donc c'est un retour économique évident, immédiat, et puis donc des retombées qui permettront d'investir dans d'autres projets, et notamment là actuellement on a 2 projets de parcs photovoltaïques au sol sur ce territoire. Tu peux passer. Alors en quoi ce parc est devenu un parc citoyen? Donc c'est le premier en Charente-Maritime. Donc la première chose qui avait été faite, c'est une mutualisation des loyers. Donc généralement, lorsqu'il y a un parc éolien, les loyers sont versés aux propriétaires et exploitants qui auront une éolienne sur leur terrain. Là, on a décidé de répartir en fait ces indemnités sur l'ensemble des propriétaires exploitants qui auraient pu avoir une éolienne. Donc, ce qu'on appelle la zone d'implantation potentielle.
Donc, alors évidemment, ceux qui ont des éoliennes vont toucher plus que ceux qui n'ont pas d'éoliennes, mais c'est tous les agriculteurs et propriétaires qui sont concernés, ce qui évitera par la suite des zizanies entre voisins. On a monté un comité de suivi, c'est un comité informel qui a réuni jusqu'à présent pas mal d'acteurs institutionnels, des habitants, d'accord ou pas d'accord, pour dialoguer et influer sur le projet. Et ce comité de suivi va continuer sa vie à peu près, se réunit tous les 6 mois environ, et il travaillera aussi sur l'exploitation pour voir comment ça fonctionne, s'il y a des problèmes, essayer de résoudre les problèmes ensemble. Des ateliers d'habitants, c'est quelque chose de plus classique. Ça, c'était donc pendant la phase de concertation. Chez nous, ça n'a pas été du tout facile parce que c'était pendant la guerre au virus. Donc avec des réunions, une réunion notamment en visioconférence, c'était une catastrophe. Et puis une très grande transparence, et notamment la communauté de communes qui a dédié un site internet pour le projet, et une communication sans faille de la commune, des communautés de communes. Pratiquement toutes les revues communales ou intercommunales ont dédié une ou plusieurs pages et des dossiers à ce projet pour que la population sache l'évolution des études et son développement. Je vais passer. Et voilà, donc là c'était une photo il y a une quinzaine de jours. Donc les fondations qui commençaient à être creusées, le trou des fondations. Aujourd'hui, donc on en est au premier ferraillage et au coulage du béton là, qui va se passer tout le mois d'octobre. Et en janvier-février, ce sera l'élévation des tours et l'installation des pales. Je peux passer, voilà, et je vous remercie beaucoup. Et voilà, si vous avez des questions, on pourra y répondre. Merci. Merci beaucoup à toi, Guy, pour cette présentation. Donc, vous avez pu voir du coup un peu ce qu'était un projet UNER, notamment des définitions avec Colin. Ensuite, un exemple de structure dans le Pays Basque avec du photovoltaïque avec IBAN. Et ensuite, un exemple en Charente-Maritime sur un projet éolien avec Guy. Donc maintenant, on va pouvoir prendre un petit temps de questions-réponses par rapport à ça. Et je vais commencer tout de suite avec une question qui a été posée avant même le webinaire. Euh, alors, qui est... euh, donc, c'est une personne qui nous indique que le développement des ENR est inscrit dans son PCAET, que ça a été voté à l'unanimité par le conseil communautaire, mais que la mobilisation et la participation des élus communaux est assez difficile. Et donc, cette personne se demande comment améliorer l'adhésion et encourager les élus vers ce type de projet. Il y en a un, deux, trois qui le prend. Oui, je peux apporter un élément de réponse si vous voulez compléter, allez-y. Comment mobiliser les élus? Bonne question, c'est très important parce qu'un projet citoyen a besoin du soutien des élus pour se faire le plus facilement possible. Donc, ne pas hésiter à sensibiliser. Donc, Sirena peut faire ça, aider à faire des journées de présentation aux élus. Notamment, on a prévu toute une série de journées dans les villes de Nouvelle-Aquitaine pour sensibiliser et former les élus aux projets citoyens et à l'énergie renouvelable dans son ensemble. Donc, ça peut être un premier élément pour mobiliser les élus de son territoire. Je veux bien compléter un peu pour dire comment ça se passe en fait dans le nord là, de Charente-Maritime. Les contacts, ça peut arriver parfois par les élus. La première coopérative à Oléron, c'est la communauté de communes qui est venue nous chercher pour monter une société citoyenne. Les 3 territoires que l'on a couverts actuellement, donc c'est Oléron, c'est l'agglomération de La Rochelle et puis la communauté de communes au Nice Atlantique. Les 3 territoires qui sont engagés sur des territoires à énergie positive. Donc, c'est-à-dire déjà des élus qui étaient sensibilisés à cette question-là et qui se sont engagés d'ici 2050 à réduire les consommations d'énergie, toute consommation d'énergie sur leur territoire, donc pas seulement des collectivités, mais des habitants, entreprises, et d'avoir la production énergie renouvelable. Donc, c'est des facteurs aussi qui peuvent être favorables. Et puis actuellement, on travaille sur le secteur de Rochefort, où là, il n'y a pas de territoire à énergie positive, mais on rencontre les élus. Donc on fait ce travail, en fait, ce travail qui se fait parfois avec Sirena, parfois directement ici avec l'association.
Et pour nous, c'est vraiment fondamental que les collectivités locales soient engagées sur les projets. Sinon, il y a une partie citoyenne qui est un peu perdue quand même. Et en tout cas, nous, tous les projets que l'on monte, c'est avec les collectivités locales. Merci. Hmm. Ensuite, donc, je vais proposer aux personnes qui sont ici en direct, si ils ou elles le souhaitent, de activer leur micro et de peut-être poser les questions qui vous sont venues pendant les interventions de nos trois intervenants. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser votre question maintenant, tout de suite en direct. Oui, bonjour. Bonjour, on Bonjour, vous entend, allez-y. Philippe Valco de Grand Châtellerault. Je voulais savoir quels sont les moteurs des citoyens pour participer à ce type de démarche. Voilà, qu'est-ce qui les pousse? Est-ce que c'est simplement l'aspect environnemental? Est-ce que derrière il y a un intérêt financier pour eux? Voilà, etc. C'était la question que je me posais en écoutant les différents intervenants. Si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. Du coup, chez nous, il y a plusieurs aspects enfin, importants. Mais il y a bien sûr l'aspect transition énergétique. Mais nous, on a aussi enfin, vraiment un aspect qui, je pense, ici est enfin, qui est très important. C'est aussi le développement territorial. Et on essaye d'axer ça aussi beaucoup, la communication aussi autour de ça. Voilà, l'idée qu'il faut relocaliser les outils de production et essayer de relocaliser la filière un peu énergétique. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui rentrent aussi par ce biais-là, par le fait qu'il y a une identité assez forte au Pays Basque. Donc, l'idée, c'est aussi voilà, d'essayer d'avoir des projets qui sont sur un territoire mais cohérent, fait qui sont voilà, sur des territoires vécus. Ça permet aux gens de s'engager aussi, je pense, plus facilement quand ça concerne un territoire euh, voilà, d'où ils sont issus. Donc, je pense que ça, c'est voilà, les deux paramètres un peu fondamentaux. Et donc, et après, au niveau retour sur investissement ou comme ça, mais d'INR, dans les projets qu'on fait, mais il y a pas, on reverse pas de dividendes. Donc, l'idée, c'est plutôt pour l'instant de se dire que mais, les gens investissent, ils n'ont pas perdu cet argent, ils sont actionnaires. Donc, au bout de 5 ans, il y a la possibilité de retirer ses parts. Mais pour l'instant, on ne donne pas de dividendes parce que voilà, c'est une structure qui est encore relativement petite. Et l'idée, ça sera, quand il y aura aussi des bénéfices, de les réinvestir directement plutôt dans de nouveaux projets, plutôt que le reverser aux actionnaires. Après, c'est des choses qui peuvent être votées en Assemblée générale pour le changer, mais pour l'instant, l'idée, c'est plutôt de le réinvestir dans de nouveaux projets. Donc, il n'y a pas d'intérêt financier propre et il n'y a pas non plus de bénéfices liés à l'imposition. On ne peut pas déduire une part des impôts en investissement dans une société de production parce que du coup, nous, on développe des projets, mais on les revend en obligation d'achat. Et comme on les revend en obligation d'achat, on peut pas aussi bénéficier de la réduction d'impôts. Donc, il y a pas aussi cet aspect qui peut être intéressant dans d'autres situations, dans d'autres structures. Sur la COPEC, donc c'est un petit peu différent. Euh, alors, il y a l'aspect effectivement attachement au territoire qui joue davantage, par exemple, sur l'île Oléron, très clairement, un peu comme au Pays Basque. Par contre, au Nice Atlantique, l'attachement au territoire est un peu différent. Donc, c'est surtout les personnes qui sont venues, c'est surtout sur la transition énergétique. C'est-à-dire, voilà, on peut faire quelque chose concrètement, localement. Donc ça, c'était un des aspects. Le deuxième aspect, c'est que c'est l'aspect financier. C'est-à-dire sur ce parc éolien, on a un montage qui est assez différent. C'est-à-dire on a vu qu'il y avait donc, un investissement au capital d'une société donc, qui construit ce parc éolien et qui va l'exploiter.
Et au sein de la COPEC, donc c'est par le biais à la fois de prise de part au capital, donc des parts sociales, puisque c'est une coopérative, et aussi des comptes courants d'associés. C'est-à-dire une fois que l'on est sociétaire de la coopérative, on peut prêter de l'argent à la société. Donc c'est ce qui se passe sur la COPEC. Donc ces prêts qui sont réalisés par les sociétaires sont des prêts avec intérêt, alors relativement faibles, hein, puisqu'on a décidé d'avoir des intérêts entre 3 et 5% selon la durée du prêt. Donc c'est des prêts entre 6 ans et 20 ans. Donc à 3% à 6 ans et 5% à 20 ans. Donc les personnes qui viendraient uniquement pour des aspects financiers, ils ne viendraient pas là. Ils viendraient ailleurs et sur des projets éoliens, on peut avoir des rendements beaucoup plus importants en financement participatif. Donc là, il y a quand même une motivation à la fois écologique, mais aussi financière. Merci pour ces réponses. On peut encore prendre peut-être une ou deux questions qui viendraient du live, des gens qui sont en train de nous écouter en ce moment. Pareil, on vous écoute et on vous laisse prendre la parole en activant votre micro. Si on n'a pas forcément de questions, je vais peut-être enchaîner avec une question qui a été posée par écrit en amont du webinaire. Donc c'était, donc je pense que ça va être pour toi, Guy, c'est concernant le projet des éoliens dans le dit les Marais. Donc, tu nous as déjà parlé de la répartition du financement entre les collectivités, les citoyens, les fonds publics, les privés. Euh, mais cette personne demandait au sujet des retombées d'animation financière, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été perçues par les collectivités? Et en tout cas, et un petit peu, je crois, comment se passe un petit peu la répartition de ces retombées pour les collectivités? Oui, alors bon, dans tous les projets, il y a des retombées fiscales hein, déjà pour les collectivités locales. Donc les collectivités perçoivent des taxes qui leur sont versées. Et donc bien sûr sur les projets citoyens, bah, ça va au-delà, ça peut aller au-delà. Hein. Donc là, en l'occurrence sur le projet de parc, ce parc éolien, les retombées se feront au travers de la COPEC. C'est-à-dire les collectivités locales sont sociétaires de la coopérative. Et donc c'est à ce titre qu'elles recevront une rémunération uniquement sur les comptes courants d'associés. Donc actuellement, il y a la communauté de communes et la commune d'Andilly qui ont, outre pris des parts sociales dans la coopérative, mais également ont souscrit des comptes courants d'associés, donc vont toucher des intérêts sur ces comptes courants d'associés. Donc c'est ça les retombées, disons, directes sur les collectivités locales. Et puis celles qui viendront ultérieurement, ça sera au travers de travaux d'économie d'énergie, c'est-à-dire cette commission qui a été mise en place au sein de la COPEC, qui décidera d'affecter des bénéfices du parc éolien revenant à la COPEC sur des travaux d'économie d'énergie qui pourront concerner des collectivités locales. Donc voilà les retombées directes qu'il y aura auprès des collectivités. Et concernant les dividendes, pour l'instant, la COPEC n'a pas décidé de reverser de quelconque dividende. De toute façon, la COPEC démarre, mais ça sera quelque chose ultérieurement, ça sera des décisions en Assemblée générale. Donc les collectivités locales en tant que sociétaires pourraient effectivement percevoir des dividendes qui sont de toute façon limités dans le cadre d'une société coopérative d'intérêt collectif, limitée par la loi. Merci Guy pour cette réponse. Donc ouais, on voit bien des retombées financières, mais aussi à la fois des retombées d'animation sur le territoire et de sensibilisation aussi à la transition énergétique. Euh, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour les questions. Je laisse Colin passer juste à la slide suivante pour vous rappeler de vous inscrire si vous le souhaitez du coup aux visites de sites
Donc celle-là encore après. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines visites de sites, donc que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques, en Gironde ou en Vienne. Euh, Nous allons voilà, faire pas mal de choses pour essayer de présenter concrètement sur le terrain aux élus euh, des sites de production d'énergie renouvelable. Donc, merci à tous d'être venus à ce webinaire. Merci à Colin Hérault de Sirena, à Guy Martin de la COPEC et à Iban Lacoste de INR pour être venus nous présenter leurs projets citoyens et ce que sont les projets citoyens. Euh, Nous restons disponibles si vous souhaitez échanger. Peut-être, Colin, revenir à la slide précédente où il y a les contacts euh, de nos intervenants. Euh, Nous, en tant que Sirena, du coup, organisme qui s'occupe d'initier, d'accompagner, de promouvoir ces projets citoyens. Nous restons pareil aussi disponibles si vous souhaitez avoir, voilà, s'il y a d'autres questions qui viennent, si vous avez des accompagnements dessus, n'hésitez pas à nous tourner vers nous. Donc, Sirena, citoyen en réseau pour les énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Et si vous avez des questions plus globales euh, sur la transition énergétique ou sur les énergies renouvelables, n'hésitez pas à contacter en Poitou-Charentes ou en Limousin Alvina Hein Crer ou Mathieu Mansouri. Et en Gironde, Arnaud De Oliveira. Leurs contacts sont sur cette slide. Colin, tu voulais ajouter un mot peut-être, Oui, c'est ça? dernière petite chose, je reviens sur la journée formation à destination des élus organisée par Sirena. Donc, ce sera une série de journées formation dans différentes villes de Nouvelle-Aquitaine. La première aura lieu à Limoges le 30 novembre. Et donc, elles seront communiquées à tous les élus par le réseau Intradem. Donc, n'hésitez pas à suivre et à vous inscrire à ces journées formation pour en savoir plus sur les projets citoyens. Merci beaucoup de cette précision. Et il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter une bonne fin de journée et peut-être à bientôt autour des projets citoyens d'énergie renouvelable. Merci à tous. Merci.